Le premier intervenant de cette matinée, c'est donc le vice-président innovation de Samsung. Avec lui, on va mieux comprendre ce que sera le monde de demain. Ce ne sont pas juste des mots. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui juste avant le début de ce campus. C'est absolument incroyable. Il va être beaucoup question de l'intelligence des objets. Chez lui, à San Francisco, juste pour que vous compreniez, il est en relation avec 200 objets connectés, 200 objets comme ça, juste dans sa maison. Luc Julia va donc venir nous rejoindre. Merci à vous. Beaucoup. Merci, ravi d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de diversité des données. Et pour vous parler de la diversité des données, je vais illustrer ça avec l'IoT. Alors, vous savez ce que c'est que l'IoT? C'est l'Internet des objets, d'accord, Internet of Things. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un objet qui fait du café, dans ce cas précis, et qui est dans son propre silo et qui fait que du café. Et on a décidé que si on connecte cet objet, c'était super. Que l'IoT, c'était l'avenir. La réalité, et même si c'est ce sur quoi je travaille depuis à peu près 20 ans, c'est que ça ne marche pas. D'accord ? C'est quelque chose qui est cassé, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on connecte ces objets dans un seul objectif aujourd'hui, qui est de contrôler ces objets. Donc, on remote control la machine à café. Alors, c'est rigolo une fois, c'est rigolo deux fois, mais ça sert strictement à rien. Alors, évidemment, ça commence pas très très bien quand je parle de l'IoT comme ça, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est parce qu'on connecte beaucoup d'objets comme ça, on se retrouve avec un téléphone plein d'apps qui sont complètement déconnectées entre elles et qui rendent les choses encore plus inutilisables. Donc, ce qu'on a créé, on a créé une fausse diversité, on a créé des nouveaux silos, et tous ces objets qui étaient déjà en silo au départ, ils sont maintenant encore plus en silo, je dirais, en silo encore plus grand, et donc encore plus inutilisables. Et ce qu'on a créé vraiment, au lieu de créer cet Internet des objets, cet IoT, on a créé ce que j'appelle l'intranet des objets, qui marche aussi avec IoT, mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire au départ. Donc ça, c'est un gros problème. Et donc, à un problème, il nous faut une solution. Et la vision, ça serait de dire, il faudrait que tout soit connecté entre eux, tous ces objets soient connectés entre eux, quel que soit le type de connectivité, que ce soit du Z-Wave, du ZB, du Zigbee, du je ne sais pas quoi, mais qui se parlent entre eux. Ça, c'est la vision. Et de connecter aussi les choses qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui vont arriver demain. Donc, on voudrait faire ça. Le problème, c'est que pour créer cette interopérabilité des objets, on n'a pas les infrastructures aujourd'hui. Alors, comment on va faire? On va regarder déjà la réalité en face. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de langage universel. Ici, quand je parle en Europe et quand je parle aux gens de l'espéranto, ils ont une notion de ce que ça veut dire. Mais l'espéranto n'existe pas. Je pense que si je vous demande combien de personnes dans la salle parlent espéranto, d'accord. Donc, 300 personnes dans le monde parlent espéranto sur 7 milliards d'humains. Okay, ça fait peu. Et donc, il n'y a pas d'espéranto. Et je vais aller un peu plus loin, en fait, il n'y a pas de standard. Vous allez me dire, tu racontes n'importe quoi, il y a des standards, ma prise de courant, quand je la branche, ça marche. Et moi, je vais vous dire, non, ça ne marche pas, parce que si vous partez en Angleterre, ça ne rentre plus. Et puis encore pire, si vous allez aux USA, non seulement ça ne rentre pas, mais en plus, c'est du 110 volts, du 220. Il n'y a pas de standard. La seule chose qui marche très bien entre nous, c'est les égos. Il y a beaucoup d'égos. Tout le monde sait que c'est eux qui ont raison. Et donc, du coup, il n'y a pas de standard. Bon, on peut en discuter, mais réfléchissez à ça, c'est une réalité. Et donc, du coup, ce qu'on va dire, c'est qu'au lieu d'essayer de connecter les objets entre eux, ce que j'appelle downstairs, en bas, on va le faire dans le cloud.
Pourquoi ça va être intéressant de faire ça dans le cloud? Parce que maintenant, on va pouvoir juste faire une représentation des objets. Représentation mathématique des objets, qui va être beaucoup plus facile à manipuler. Maintenant, les objets vont pouvoir discuter entre eux à travers leur représentation virtuelle. Donc, c'est peut-être pas très très clair, mais imaginez maintenant, c'est complètement dématérialisé, c'est beaucoup plus facile de faire discuter ces choses, et vous avez vous-même une représentation virtuelle aussi dans ce cloud. Et la bonne chose, c'est que maintenant, on peut créer ce que je vais appeler des cerveaux, donc des services, des applications, qui vont travailler ensemble sur ces données pour pouvoir apporter quelque chose d'utile à l'utilisateur final. D'accord? Et donc, ici, on a des objets qui deviennent des assistants. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter leur capacité. La machine à café n'est plus une machine à café, c'est une machine à café augmentée par un objet qui est dans votre lit, par exemple, qui sait que quand vous vous levez, la machine à café doit démarrer. C'est un exemple stupide, mais pratique. D'accord? Donc, maintenant, on a ces objets qui commencent à se parler entre eux. Donc, ce qu'on est en train de créer ici, en plus de l'interopérabilité entre ces objets, l'interopérabilité entre ces données, on est en train de créer ce que je vais appeler Intelligence of Things. C'est super parce que l'acronyme marche toujours, donc je suis assez content, mais c'est quand même pas facile. Il va falloir regarder la réalité. Et en parlant de regarder la réalité, je voudrais faire un tout petit point sur l'intelligence artificielle en général, et si on doit en avoir peur. Et pour ça, il y a une vidéo que j'adore, qu'on va regarder maintenant, tous ensemble. Si les murs ont des oreilles, les maisons connectées, elles, ont leur propre intelligence. Elles ont non seulement des oreilles, mais aussi une voix, des yeux et surtout un cerveau, lequel est composé de ses principaux éléments. Bienvenue, Monsieur Martin. Un ou plusieurs capteurs, lecteurs, un microcontrôleur qui analyse les données collectées et la connectivité pour transférer les informations vers les fournisseurs, compagnies d'électricité, supermarchés ou dépanneurs d'électroménager. Vous pensiez être le maître de maison, et si c'était la maison qui maîtrisait tout? Il n'y a plus de bière. Poussière sur le canapé, aspirateur enclenché. Réparez-moi la vaisselle. Mange de la bière, chérie? Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière. Malgré tout, ces technologies vont révolutionner la consommation d'énergie et permettre de conséquentes économies. Une personne s'installe dans le canapé du salon pour regarder la télévision, le climatiseur la détecte et se met en route. Le rétroéclairage du téléviseur s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité ambiante, et si elle quitte la pièce pour aller dans la cuisine, cette dernière s'éclaire, tandis que la lumière, le climatiseur et la télévision du salon se coupent automatiquement, tout cela grâce à des capteurs de présence, de température et de luminosité. Plus qu'une évolution, une révolution, mais qui n'est pas sans conséquences. Intrusion dans l'intimité des utilisateurs, même consentants, car les informations recueillies par les opérateurs sont lucratives et feront exploser la publicité personnalisée. Alors cette vidéo, j'adore la détester. Parce que c'est une vidéo de l'AFP, très bien faite, très jolie, elle résume un peu le propos de ce que j'ai raconté avant. Mais elle rajoute un élément qui m'embête énormément, c'est l'élément de peur. La maison va vous contrôler maintenant, c'est la maison qui va décider à votre place. Et donc là, c'est là que je vais faire un point sur l'intelligence artificielle et les peurs non fondées de l'intelligence artificielle. Vite fait, d'accord? Depuis 60 ans que l'intelligence artificielle existe, on contrôle tout. L'humain contrôle tout. Ce ne sont que des algorithmes, qui sont sur des datas de plus en plus importantes, qu'on collecte de plus en plus de partout, mais ce sont des algorithmes que nous contrôlons. On peut tout expliquer. On parle beaucoup de l'inexplicabilité de l'IA. Il n'y a pas d'inexplicabilité en IA. Ce sont des mathématiques. Les machines ne vont pas prendre contrôle de nos vies. Elles le feront seulement si on décide. Si on fait des bêtises, on peut toujours faire des bêtises. Il va y avoir des bugs. Il va y avoir des datas biaisées. Vous pouvez faire apprendre sur des corpus qui sont faux. En mathématiques, faux donne rarement vrai. OK? Donc, il faut faire attention de ne pas raconter n'importe quoi. Et j'ai des exemples rapides pour vous expliquer pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas du tout à la hauteur de l'intelligence aujourd'hui. Prenez la reconnaissance d'images.
Aujourd'hui, pour reconnaître un chat, il faut des centaines de milliers d'images de chats pour reconnaître le chat. Est-ce que vous savez combien d'images de chat a besoin un humain pour reconnaître un chat? 2. Il y a quelque chose. Okay. Une autre qui m'amuse beaucoup, Deep Blue. Kasparov s'est fait battre par une machine aux échecs en 1997. La façon dont Kasparov a joué, c'est pas du tout comme la machine. La machine avait les 10 puissance 75 coups possibles aux échecs. Kasparov, nos cerveaux, on ne joue pas comme ça. C'est différent. Okay, ce ne sont pas les mêmes méthodes. Le chatbot raciste de Microsoft l'année dernière ou il y a 2 ans, il a commencé à dire n'importe quoi et à tenir des propos racistes. Il avait été entraîné sur des datas biaisées. Et je vais essayer de donner une définition de l'intelligence, même si je n'en ai pas vraiment, mais pour moi, peut-être l'intelligence, c'est l'innovation. Une machine n'a jamais innové, parce qu'une machine ne sait pas casser les règles, parce que justement, elle suit les règles. Et innover, c'est casser les règles. OK? Donc, globalement, beaucoup de data, diversité des data, c'est ce qu'on va voir dans les années qui viennent. Et c'est cette diversité qui va créer l'intelligence. OK? Donc, pour conclure, je dirais que le machine learning, donc, qui est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'intelligence artificielle, le domaine unique de l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. C'est le machine learning sur les data. D'accord? Comme on a vu avec les objets de l'IoT, c'est la diversité des objets, donc la diversité des data, qui va donner de nouveaux services et qui va permettre d'augmenter la capacité des humains dans des tâches particulières. Aujourd'hui, on n'est qu'au début. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, aussi bien en intelligence artificielle qu'en IoT, on reste dans nos silos. On n'ose pas aller voir à l'extérieur de nos domaines. C'est beaucoup plus confortable pour quelqu'un spécialisé dans un domaine particulier de rester dans ce domaine, de pousser, de collecter plus de data dans ce domaine-là, que d'aller voir dans le domaine à côté pour voir s'il n'y a pas quelque chose à appliquer du domaine d'à côté dans ce domaine. C'est plus confortable, mais c'est moins efficace. Donc, on est au balbutiement parce que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, on va commencer à mélanger ces datas. On va commencer à faire de la collaboration entre les différents domaines. Et c'est cette cross-fertilisation entre les domaines qui va permettre de créer ces nouveaux services, d'augmenter ces services, d'avoir de meilleurs services ciblés. C'est l'interopérabilité entre les silos, entre les sources, qui va donner ça. Donc, normalement, à ce moment-là, je m'arrête et je dis « Ok, on a fini, c'est très bien. » Mais vous avez des questions. Et les 3 questions que vous avez tout de suite, en général, la première, c'est « Oui, mais si on fait tout dans le cloud, ça va être plus lent. Il y a la latence. » Juste pensez au service que vous voulez réaliser. Évidemment, ça dure plus longtemps d'aller en haut et en bas, mais en gros, Internet, un aller-retour, c'est quand même 500 millisecondes. Donc, ce n'est pas non plus trop exagéré, mais il y a des choses qu'on ne va pas vouloir faire sur Internet. Les objets physiques downstairs vont toujours être intéressants à utiliser. Il ne faut pas pousser l'IoT pour pousser l'IoT. L'autre question, c'est la sécurité. Quand il y a des méchants qui vont regarder ce qui se passe dans mon frigo, c'est embêtant. Moi, ça m'est égal, et ça peut être embêtant. D'accord? Il y a des techniques. C'est une course. La sécurité est une course. D'accord? Il n'y aura jamais de système complètement secure, complètement fiable. Okay? Il y a des techniques, HTTPS, TLS, whatever. Ça ne marchera jamais complètement, ça sera toujours des systèmes insecures. C'est une course, encore une fois. Troisième question, qui m'énerve beaucoup, c'est « Ah oui, mais s'il n'y a pas Internet ?» S'il n'y a pas Internet, je ne suis pas là. D'accord? Depuis le début, on parle d'Internet des objets, on parle de connectivité Internet, on ne parle que de ça. Donc ma recommandation, quand il n'y a pas Internet, c'est que vous allumez une bougie, c'est ce que vous faites quand il n'y a pas d'électricité. D'accord?
Internet, les data, IoT, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on devrait faire, quand on parle de ces techniques et de ces technologies, il faut être connecté. Mais il faut toujours penser quand on n'est pas connecté. Qu'est-ce qu'on fait? On met quelque chose sur le côté qui va permettre de faire en sorte que les objets initiaux continuent à marcher comme ils sont censés marcher. Cette fois-ci, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Luc. Et la bonne nouvelle, c'est que vous implantez au cœur de Paris un centre de recherche. Tout ne se passera plus désormais sur la côte ouest américaine. Tout à fait. Merci et à bientôt.